Le soleil se levait sur Camp Falcon Ridge, diluant dans l'air un mélange âcre d'essence, de sable et de métal chaud. Au loin, les hélicoptères se réveillaient un à un, brassant la poussière ocre qui collait aux bottes. Dana Mercer, casque enfoncé sur la tête, referma son carnet de tir et essuya la buée sur la lunette de son fusil. La journée n'avait pas encore commencé, qu'elle sentait déjà le poids familier de la routine. Ces heures qui s'étiraient entre deux alertes, ces ordres contradictoires murmurés par des officiers trop jeunes pour comprendre ce qu'ils demandaient. C'est ce matin-là que le capitaine Ryan Halstead l'avait appelé. Une voix claire, pleine de cette assurance propre aux hommes qui n'ont jamais été mis à l'épreuve. Il tenait entre les mains un fusil M110 SAS TDS, encore trop propre, et l'observait comme on observe un instrument plutôt qu'une arme. Derrière lui, deux sergents ricanaient doucement. « Laisse-moi t'apprendre à tirer », dit-il en souriant, la bouche tordue d'un air satisfait. Les mots lui restèrent suspendus aux lèvres un instant avant de retomber, lourds, ridicules. Dana ne répondit pas. Son regard se posa sur le canon immaculé du fusil, puis sur le ciel couleur de cuivre. Elle fit mine d'examiner le chargeur, comme si elle n'avait pas entendu. Halstead prit cela pour un signe d'accord et redressa les épaules, confiant. C'était toujours la même histoire. Dans chaque unité où elle avait servi, il y avait eu un homme comme lui. Un supérieur convaincu de devoir lui prouver quelque chose. Certains le faisaient par gentillesse maladroite, d'autres par pur réflexe de domination. Mais le résultat ne changeait jamais, la condescendance en uniforme, polie, presque bienveillante. Dana savait depuis longtemps que le plus court chemin pour survivre dans ce monde-là, c'était le silence. Alors elle hocha simplement la tête. « Très bien, mon capitaine. » La phrase mourut entre eux. Il sembla satisfait, comme s'il venait de résoudre un problème. Ce jour-là, elle s'entraîna seule, à la périphérie du camp. Le vent balayait les cibles en carton dressés dans la poussière. Chaque tir, chaque correction s'imprimait dans son carnet avec une méticuleuse régularité. 700 car pété 1 mètre, vent latéral gauche, 3,4, dérive, 2 clics. Ses doigts glissaient sur la culasse avec la même aisance que d'autres font tourner une clé dans une serrure. Tir après tir, les impacts formaient une ligne parfaite dans sa monotonie. Le soir, elle retourna à la tente commune, les rires montaient autour d'une table. Un prénom, le sien, glissa dans la conversation, des éclats amusés. Elle n'écouta pas les mots exacts, mais la tonalité suffisait. La fille tireuse. C'était ainsi qu'on la désignait. À la fois curiosité et sujet de plaisanterie, on ne lui parlait plus directement. On parlait d'elle, à côté d'elle, comme d'une ombre. Elle prit place dans un coin, sortit son carnet et traça une série de chiffres sur la page. 37, son total actuel. 37, vibre, prise brute à distance, sans éclat ni témoin. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais le mépris, lui, finissait par user. Le lendemain, Halstead vint la voir avec la même jovialité. « On commencera la semaine prochaine », dit-il, l'air de distribuer un privilège. Elle inclina la tête. « Merci, mon capitaine. Il n'y eut pas de semaine prochaine. » Elle ne se présenta jamais à ce prétendu cours. Pourtant, la rumeur prit feu. En moins de 48 heures, tout le camp savait que le capitaine avait décidé d'apprendre à tirer à la fille de la liaison armée. Certains riaient, d'autres restaient neutres, mais tous partageaient cette même certitude qu'il y avait là quelque chose de naturel. L'homme enseigne, la femme exécute. Les jours suivants, son nom disparut subtilement des plans d'opération. D'abord une mission de reconnaissance où l'on n'avait plus de place, puis une escorte réservée à d'autres profils. Elle ne protesta pas, elle avait cessé d'attendre la justice longtemps auparavant. Mais chaque relevé du soir, chaque carte de vent qu'elle ajoutait à son carnet, creusait en elle une tension muette, prête à se rompre. Falcon Ridge, vue d'en haut, ressemblait à une fourmilière égarée dans le désert. Des tentes blanchies par le soleil, des véhicules alignés à perte de vue, des silhouettes qui allaient et venaient dans un balai mécanique. Pour Dana, les clôtures rouillées délimitaient à peine des hectares de prairies où l'herbe se balançait au vent, comme une mer lente. Elle se souvenait du bruit du métal quand ils rangeaient les outils, du craquement du bois sous leurs pas. La guerre semblait n'avoir jamais existé là-bas, sauf dans son regard, celui d'un ancien soldat qui n'avait jamais vraiment quitté la ligne de tir. Elle était encore une enfant quand il lui mit pour la première fois un fusil entre les mains.
Le secret, disait-il, ce n'est pas de tirer, c'est d'écouter avant. Elle tenait maladroitement la crosse, trop lourde pour elle. Le vieux M1 garant vibrait au moindre souffle. Il posa ses mains calleuses sur les siennes, ajustant son angle, corrigeant sa posture. Il n'y avait pas de leçon écrite, pas de théorie savante, juste ce murmure patient. Observe, respire. Le tir se fait avant la détente. Les jours passaient, rythmés par le bêlement des bêtes et le martèlement lointain du train de fret. L'école se trouvait à 15 kilomètres, trop loin pour s'y rendre autrement qu'à cheval ou en pick-up. Dana a appris les mathématiques le soir, à la lampe à huile, avec les cahiers de son père, disparu dans un accident de mine avant sa naissance. Son grand-père lui répétait qu'un bon tireur est d'abord un bon calculateur. Alors elle additionnait les distances, notait les corrections, apprenait à lire la direction du vent dans la poussière. À 16 ans, elle pouvait atteindre un bocal de conserve à 400 mètres sur un terrain vallonné. Les voisins disaient qu'elle avait l'œil des Mercer, ce mélange d'instinct et de froide exactitude. C'était faux, elle avait surtout la patience qu'il lui avait transmise. Il passait des heures à lui faire observer les ombres changer sur les collines jusqu'à ce qu'elle voie non plus l'ombre, mais le vent lui-même. Le soir, au coin du feu, il parlait rarement de la guerre. Quand il le faisait, c'était d'un ton neutre. Les marais près d'un champ, la neige qui collait aux cils, le bruit sec de la culasse dans le froid. Il disait que le tir, là-bas, n'avait rien de glorieux. C'était une question d'ordre, de nécessité. On ne tire pas pour prouver, on tire pour finir ce qui doit l'être. Elle gardait chaque mot, les rangeant dans un coin de sa mémoire comme on range une cartouche en réserve. Parfois, il lui montrait un cahier jauni, relié d'une ficelle. 14 noms, des lieux griffonnés, des dates effacées. Mes confirmations, expliquait-il, pas un de plus, pas un de moins. Elle fixait les chiffres, fascinée. À l'époque, elle ne comprenait pas ce qu'ils signifiaient. Mais après sa mort, ce cahier devint son talisman. Le vieux Mercer mourut un matin d'hiver. La lumière traversait la vitre givrée quand elle entra dans la chambre. Il semblait partir sans effort, le visage détendu. À côté de lui, sur la table, le petit bout de papier où il avait simplement écrit « Pschjektor Horace ». Le crayon tremblait sur le chiffre, comme s'il avait hésité avant de tracer la boucle du 4. Elle le prit entre ses doigts, incapable de pleurer. Il lui avait toujours dit « Si le monde ne t'écoute pas, prouve-lui qu'il a tort en silence ». Pendant longtemps, elle crut qu'elle resterait sur le ranch, à réparer des clôtures, à tirer sur des bouteilles. Mais le Montana, malgré la beauté brute de ses vallées, devint trop étroit. À 18 ans, elle décida de partir. Le recruteur militaire avait haussé un sourcil en lisant son dossier. Frêle, diplôme modeste, pas d'antécédents familiaux récents dans l'armée. L'infanterie, pas sûr que ce soit pour toi, jeune fille. Elle avait répondu calmement. J'ai appris à tirer avant d'apprendre à marcher droit. Le sergent recruteur avait ri, bon enfant, pensant à une vantardise. Il signa cependant la demande. Elle entra dans l'armée avec un fusil imaginaire déjà sur l'épaule. L'instruction fut rude, pas tant pour la discipline que pour le regard des autres. Elle se fit un point d'honneur à ne jamais faiblir sous le poids de son équipement. Les autres recrues prenaient les paris combien de semaines avant qu'elle demande sa mutation. Elle dépassa chaque pari, chaque sarcasme. Le soir, quand les casernes s'endormaient, elle nettoyait son arme jusqu'à ce que l'acier reflète la lumière lunaire. C'est là, sur un champ d'entraînement entouré de collines rouges, qu'elle comprit enfin ce que son grand-père voulait dire par « tirer », c'est écouter. Ce n'était pas seulement lire le vent, c'était écouter ce que le monde dit juste avant de se taire. La seconde de silence avant le coup de feu, celle où tout bascule. Son instructeur, un sergent au visage buriné, observait sans mots les groupements de ses balles. Il finit par murmurer « Toi, t'as quelque chose de bizarrement calme ». Elle prit cela comme un compliment. Chaque semaine, le même rituel. Tir couché, correction, note dans le carnet. Jusqu'au jour où un commandant en inspection remarqua ses résultats. Il prit son dossier, lut rapidement et lança simplement « Je veux la voir à Fort McPherson, section tireur d'élite ». À 21 ans, Dana y entra. 2 femmes dans la promotion, 56 recrues au total. La plupart venaient d'unités de combat, trempées dans un machisme si naturel qu'ils ne se voyaient même plus. L'autre fille abandonna à la 3e semaine. Dana, elle, resta. Elle endura les moqueries, les tests absurdes, la fatigue.
Et chaque fois que le découragement montait, elle passait le doigt sur le vieux papier jauni dans sa poche. 14. Et cela suffisait. Lors de l'examen final, tir sur cible mouvante à 1000 mètres, elle termina deuxième. Personne ne se rappela son nom, seulement la fille qui tire comme un fantôme. Le soir de la remise des brevets, elle resta seule dans le champ vide. Le vent soufflait, chargé de poussière. Elle fit un dernier tir dans le silence. Le projectile frappa la plaque d'acier, net, résonnant longtemps. Son grand-père aurait dit « Tu es prête ». Elle rentra à la caserne, rangea le fusil et n'en parla plus jamais, car au fond, elle savait déjà ce que cela annonçait. Dans le monde qu'elle s'apprêtait à rejoindre, savoir tirer n'était rien. Prouver qu'une femme pouvait le faire, ça, ce serait la véritable guerre. Fort McPherson s'étalait dans la poussière du Texas comme une cicatrice beige. Rien d'exotique, rien de glorieux. Des hangars, des dortoirs rectilignes, des stands de tir interminables. L'air y vibrait de chaleur et d'ordre. Pour les stagiaires venus du monde entier, c'était un purgatoire où la faiblesse n'avait pas droit de cité. Dana Mercer y arriva avec un sac à moitié vide, ses papiers pliés en 4, et ce mélange d'espoir nerveux et de résignation qu'ont ceux qui savent déjà à quoi s'attendre. Dès le premier jour, les regards se posèrent sur elle, pas avec hostilité, mais avec ce doute tranquille, presque scientifique. Qu'allait-elle faire ici, si frêle, sans cette épaisseur d'arrogance qui protège habituellement les tireurs? Le lieutenant instructeur, un homme sec aux veines apparentes, la dévisagea longuement avant de lâcher. « Toi, tu fais pas 5 pieds les 7 ? 1,60 m, monsieur. » Il ricana. « Alors tu porteras plus lourd. On verra si tu tiens jusqu'à vendredi. » Vendredi, elle tenait encore. Son fusil standard M24 collé contre l'épaule, les doigts meurtris par le nettoyage répété, la nuque brûlée par le soleil. Elle n'avait presque pas parlé durant toute la semaine. Sa discrétion agaçait autant qu'elle intriguait. Les autres stagiaires bavardèrent le soir, comparaient leurs scores, leurs unités d'origine, leurs trophées. Elle prenait des notes, distance, vent, altitude, pression. Toujours ces chiffres inscrits au stylo noir, rangés avec la même régularité maniaque. « Tu prépares un doctorat ?» lança un caporal moqueur. Elle leva les yeux sans sourire. « Non, je me rappelle mieux comme ça. » Chaque matin, avant même que la corne ne sonne, elle s'éveillait d'elle-même. 15 minutes pour s'habiller, 2 pour inspecter le fusil, puis direction le stand avant les autres. Là, elle regardait le soleil découper la poussière, mesurait sans instrument la direction du vent, ajustait la lunette à la sensation. C'était plus qu'un entraînement. C'était une manière de penser, une méditation en mouvement. Son premier instructeur sérieux se nommait Garrett Lane, un ancien du corps des Marines, une légende du tir longue distance, les genoux détruits, mais les yeux encore d'aigle. Il l'observa un matin, sans dire un mot, puis se plaça derrière elle pendant un exercice de tir d'endurance. À la fin, il baissa ses lunettes et murmura « Tu respires trop haut, Mercer. » Elle expira lentement. « Oui, monsieur. Apprends à respirer avec le ventre. Les poumons bougent, la lunette bouge. Si tu veux qu'elle reste stable, c'est ton corps qui doit se taire, pas le fusil. » Ce fut sa première vraie leçon. Elle s'en rappellerait bien plus tard, sur une crête afghane, lorsque chaque battement de cœur semblait vouloir repousser la détente. Les semaines défilèrent à un rythme brutal. 2 heures de sommeil volé, 15 de tir, de marche, de correction. Une erreur minime suffisait à renvoyer un candidat. Les chiffres diminuaient chaque lundi. 56 au départ, 39 à mi-parcours, 21 à la fin du 2e mois. 2 femmes au début, une seule désormais. L'autre, Karen Brooks, avait craqué pendant un test de survie, les lèvres bleues sous la pluie glacée. Avant de partir, elle avait pris la main de Dana. « T'as pas besoin d'eux pour exister, tu sais. » Elle avait hoché la tête. Pourtant, elle resta. Non pour eux, mais parce qu'elle ne savait exister qu'en visant. Une nuit, Garrett Lane la surprit encore debout, polissant la culasse de son M24 sous la lampe jaune du couloir. « Tu crois qu'un fusil propre t'achètera la paix ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. Mais je crois qu'il me respectera. » Il la fixa, puis eut un léger sourire. « Continue. Tu finiras par leur apprendre ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » C'est à Fort McPherson qu'elle découvrit les carnets des anciens tireurs, des cahiers usés, remplis de chiffres, comme le sien. Les instructeurs obligeaient chaque élève à noter non seulement les conditions techniques, mais aussi leurs impressions mentales.
La plupart griffonnaient pour la forme. Dana, elle, remplissait chaque marge de pensée, presque de prière. Ne pas trembler, lire le vent, devenir invisible. À la fin du cursus, 2 épreuves restaient, le tir en binôme et le test de discrétion. Le premier consistait à atteindre 5 cibles en moins de 15 minutes, chacune à distance croissante. Le second, à traverser 2 km de terrain en évitant les capteurs thermiques et les observateurs dissimulés. Elle réussit les 2. Son binôme rata la dernière cible, mais elle réajusta la trajectoire d'un clic et compensa pour lui, sans un mot. L'instructeur ne dit rien non plus, mais nota quelque chose dans son bloc. Le soir de la remise des insignes, on but un whisky tiède dans des gobelets en fer. Sur les 21 restants, 15 passèrent officiellement tireurs d'élite. Dana termina 2e du classement général. Première en précision pure. Personne ne la félicita directement et cela lui allait. La reconnaissance, elle avait compris, c'est une balle perdue. On ne sait jamais qui elle touche. Lane vint la voir après la cérémonie. « Tu feras ton trou, Mercer. Les gens aiment pas reconnaître ce qui les dérange, mais ils finissent toujours par y être forcés. » Elle ne répondit pas. Dans la poche intérieure de sa veste, le petit papier du Montana reposait contre sa poitrine. Elle y avait ajouté un chiffre. Son premier vrai tir en condition de simulation, validé. 15. Une simple marque de crayon, mais elle la sentit vibrer comme un cœur sous la toile. Quelques jours plus tard, elle reçut sa première affectation. Une équipe de Rangers à Jalalabad. La mission portait la mention « Opération active ». Elle rangea calmement ses affaires, glissa le papier jauni dans son carnet et monta dans le transporteur sans se retourner. Dans le bus militaire, le regard perdu sur la route interminable, elle eut cette pensée. Le stage est fini. Maintenant commence la vraie épreuve, celle où personne ne t'applaudit quand tu ne rates pas. Et tandis que le soleil rouge du Texas happait le convoi dans sa poussière, Dana Mercer laissa derrière elle ce qu'il restait du ranch, du Montana, de l'élève silencieuse. Ce qui montait en elle désormais, c'était autre chose. Pas la fierté, une forme d'attente, comme une balle déjà chambrée, prête depuis toujours. L'air de Jalalabad avait une odeur que Dana Mercer n'oublia jamais, poussière, diesel et sueur. La base s'étendait là, au creux d'un plateau cerclé de montagnes bleutées, où chaque nuit semblait grincer sous le poids de l'attente. Les hélicoptères décollaient à toute heure, les chiens aboyaient contre le vent, comme s'ils flairaient une menace invisible. C'est là qu'elle posa pour la première fois les bottes dans un théâtre d'opération. Une affectation non officielle, disait le dossier, en binôme avec le sergent-chef Cole Ramirez, observateur principal des Rangers. Il la jaugea dès leur première rencontre, les bras croisés, sans hostilité, mais avec une prudence professionnelle. « Tu viens d'où ?»« Fort McPherson. »« Combien de tirs confirmés ?»« Aucun. » Il hocha la tête, pas moqueur, juste factuel. « Alors écoute plus que tu ne parles. Ils sortirent en mission 2 jours plus tard. Une zone de contrebande au nord de la vallée, cible potentielle, un chef logistique taliban. » La chaleur tombait comme une chape. Dana sentait le métal de son fusil brûler contre la paume à travers le tissu. La première nuit, elle resta couchée pendant 8 heures sans bouger. Le ventre écrasé contre la terre, elle observait à travers la lunette les ombres se déplacer lentement dans le complexe ennemi. À chaque instant, Ramirez murmurait des chiffres à peine audibles. Distance, vent, direction. Quand enfin la cible se présenta, à 680 mètres, tout devint calme. Le bruit, le vent, jusqu'au sang dans ses oreilles s'effacèrent. Le tir partit propre, sec, presque élégant. Impact, chute, silence. Son premier abattage réel. Ramirez la regarda sans mots. Il nota l'heure sur son carnet et dit simplement « c'était net, très net ». Ce fut le premier d'une série. 6 mois, 19 tirs, tout confirmé. Toujours la même précision, la même rigueur. Le nom Mercer commença à circuler doucement parmi les Rangers. Non pas avec admiration, ce genre d'émotion ne s'exprime pas là-bas, mais avec ce respect silencieux qu'on réserve aux gens qui font le travail sans bruit. Pourtant, la hiérarchie resta muette. À la fin de la rotation, Ramirez proposa son nom pour une citation. Le rapport monta, disparut, puis revint 2 semaines plus tard avec la mention habituelle « preuves insuffisantes ». Il baissa les yeux sur la réponse, blasé. « Il n'aime pas les fantômes ». Elle répondit, tranquille, « Alors je resterai un fantôme ». Les missions suivantes la menèrent plus à l'est, près de la frontière pakistanaise. Les vallées y étaient étroites, le vent tourbillonnait entre les crêtes.
Elle y perfectionna son art jusqu'à devenir une extension de son fusil. Les nuits étaient longues, parfois sans aucun tir. Dans ces moments de veille, elle repensait au ranch, le souffle du vent sur l'herbe, le vieux garand posé sur la table, et la phrase de son grand-père. « Les meilleurs tireurs sont ceux qu'on ne remarque pas. » Une fois, après 20 heures d'observation, ils reçurent l'ordre d'annuler. L'objectif avait quitté la zone. Les hommes autour d'elle maugréèrent, frustrés d'avoir risqué tant d'attentes pour rien. Ramirez, lui, la regarda avec ce demi-sourire fatigué. « T'as pas bougé d'un millimètre. Tu pouvais tenir encore combien ? Le temps qu'il faudrait. » Il hocha la tête, admiratif. « T'as raté ta vocation. T'aurais dû être statue. » Les jours s'étiraient dans une continuité épuisante. Marche, planque, rapport. Dana s'effaçait dans cette mécanique. À force de discipline, elle en venait à oublier qu'elle existait en dehors des coordonnées GPS. Pourtant, chaque tir la ramenait vers elle-même. Un souffle, un battement, une décision absolue. Un soir, après une opération réussie, elle retrouva Ramirez assis près d'un feu improvisé. Il lui tendit une flasque. « Tu crois à l'honneur, toi ?» Elle hésita. « Je crois qu'on fait ce qu'il faut pour que d'autres n'aient pas à le faire. »« Ça veut dire oui, » murmura-t-il, les yeux perdus dans les flammes. Ils restèrent amis. Quand sa rotation prit fin, il la salua en soldat, poing serré contre le cœur. « Où que tu ailles, continue à les faire mentir. » Mais la suite fut moins claire. Jalalabad ne figurait plus sur son dossier comme affectation active. On la transféra vers le sud, d'abord comme soutien logistique, ensuite comme liaison technique. Officiellement, il s'agissait d'une rotation de repos. En vérité, c'était une mise en retrait. Les dossiers de femmes, ayant trop de succès dans les unités de combat, tendaient à se perdre dans la bureaucratie. Elle s'habitua au silence administratif. On ne lui demandait plus grand-chose, et on semblait préférer qu'elle ne rappelle à personne son existence. Ce fut la première fois qu'elle comprit que dans ce métier, savoir tuer n'était pas ce qui intéressait le plus les supérieurs. C'était savoir où et quand se taire. Alors elle continua ses relevés, seule, chaque jour à l'écart des équipes. Elle installait une cible artisanale, notait la température, la pression, la dérive. Ses carnets se remplissaient à la vitesse d'une confession. Pas d'orgueil, pas de colère, juste cette obstination tranquille de prouver, un tir après l'autre, qu'elle était encore là. Au 6e mois, une mission imprévue arriva. Sécurisation d'un convoi humanitaire menacé d'embuscade. Dana proposa son appui à distance, mais on préféra envoyer un binôme masculin. Résultat, 2 blessés, mission compromise. Elle resta muette malgré la frustration qui brûlait sous la surface. Quelques jours plus tard, dans le mess, un capitaine plaisanta. « Ça t'apprendra à ne pas te faire voir, mère-sœur. » Elle leva les yeux, lentement. On survit mieux quand on ne se fait pas voir. La salle se tut une seconde avant que les conversations ne reprennent, indifférentes. Ce soir-là, elle ressortit le papier jauni. 14. Elle l'observa longtemps, puis nota sur son propre carnet, 30-37. Le chiffre exact après Jalalabad, elle calcula le rapport, plus du double de son grand-père. Et personne, absolument personne, ne savait. Elle sourit malgré elle, un sourire bref, dur. C'était sa victoire invisible. Et sa condamnation future. Car déjà, au sud du pays, une autre affectation l'attendait. Falcon Ridge. Une base poussiéreuse, un capitaine plein d'assurance. Et bientôt, une phrase qui allait tout déclencher. « Laisse-moi t'apprendre à tirer. » Falcon Ridge se dressait au milieu de nulle part. Un océan d'époussettes couleur rouille, des tentes kaki posées sur des dalles de béton fissurées. Le vent y hurlait jour et nuit, soulevant des tourbillons que personne ne prenait la peine de chasser. On y vivait entre 2 couchers de soleil, sans ombre ni horizon. C'était là que Dana fut envoyée après Jalalabad, officiellement comme liaison technique et soutien de tir. En réalité, on l'avait mise à l'écart. Le commandement l'avait glissée dans une zone où les gloires militaires finissaient par se dissoudre dans l'anonymat de la routine. Le capitaine Halstead dirigeait la compagnie Alpha. 34 ans, diplômé de West Point, allure soignée, sourire confiant. Un homme qui avait grandi dans les salles de briefing plus que sur les terrains d'opération. Il parlait comme un manuel, se tenait comme une statue. Dana, dès le premier instant, savait à quoi s'attendre. Lorsqu'il découvrit son nom sur la liste du personnel de tir, il fronça les sourcils. Une tireuse ? Le mot l'amusa autant qu'il le gêna.
Au premier briefing, elle s'assit discrètement au fond de la tente. Halstead présenta les zones de patrouille, les sorties prévues, les équations de logistique dessinées à la craie sur un tableau trop petit. À la fin, il balaya la salle du regard. Question ? Dana leva la main, polie. Monsieur, je souhaiterais connaître la fréquence d'entraînement des observateurs. Un silence. Quelques têtes tournées. Pourquoi ? Demanda-t-il. Pour adapter mes tables balistiques. Halstead la fixa, surpris. Puis, avec ce sourire qui n'appartient qu'au chef sûr d'eux, je peux vous apprendre si vous voulez. J'ai fait du tir de précision à l'université. Elle sentit les mots l'effleurer comme une gifle douce. C'est très aimable, mon capitaine. Le lendemain, la nouvelle avait fait le tour du camp. Le capitaine veut apprendre à tirer à la fille de la liaison. Les sourires se firent plus polis, les conversations se turent à son approche. Ses ordres de mission disparurent un à un. Un matin, elle trouva son nom barré sur le tableau des équipes. À la place, un soldat à peine sorti de l'école occupait la ligne. Elle ne réagit pas, mais son monde se resserra. Les heures libres devinrent des heures mortes. Elle passait chaque soir au stand d'entraînement, seule. À travers la lunette, elle visait les silhouettes en carton pendant que la base s'endormait. À 900 mètres, elle éprouvait encore cette paix étrange. Le monde réduit à une ligne de tir, le silence juste avant la détonation. Parfois, un bruit de bottes derrière elle. Des curieux, tu t'entraînes pourquoi ? Pour rester prête. La réponse suffisait à les faire reculer. Petit à petit, le murmure « la fille du capitaine » se transforma en simple absence. On ne parlait plus d'elle du tout. Les hommes le passaient à côté comme si elle était invisible. 2 semaines de ce traitement, interminable. Elle s'y serait peut-être résignée si la demande n'était pas arrivée ce jour-là. Opération spéciale, appui longue distance nécessaire. Unité des SEAL requiert tireur confirmé. Envoyez le meilleur. Le major Alan Hughes, officier des opérations, fit défiler les dossiers sur son écran. Les chiffres de Dana lui sautèrent au visage. 37 cibles confirmées. Aucune erreur. Les autres candidats vous faisaient les pâles figures. Il la convoqua aussitôt. « Pourquoi vous êtes resté à l'écart ces dernières semaines ?» demanda-t-il. Elle haussa légèrement les épaules. « Personne ne m'a rien demandé, monsieur. » Il la regarda longuement. Dans ses yeux, pas de plainte, pas de rancune, juste ce calme tranchant qui précède les décisions précises. « Préparez votre matériel, Mercer, départ à l'aube. » La nuit, elle resta dehors, à la limite du camp. La lune faisait briller le sable comme du verre. Elle sortit de sa poche le morceau de papier jauni. 14. Sous ses doigts, le crayon d'origine s'était effacé. Sur l'autre face, elle traça de sa main un nouveau chiffre, discret, 37. Puis elle replia le papier 4 fois exactement, comme toujours, et le glissa avec soin contre sa poitrine. Le lendemain, au lever du jour, un hélicoptère MH-60 se posa dans la poussière. Un officier en combinaison sombre descendit, grand, cheveux grisonnants. « Capitaine Bill Gaines, Navy Seals », se présenta-t-il. « Vous êtes Mercer ?»« Oui, monsieur. »« Bien, vous venez avec nous. » Elle monta à bord, sangla la sangle de son fusil et ne regarda pas en arrière. Falcon Ridge s'effaça dans le tumulte des pales, emportant avec lui les rires étouffés, les regards méprisants et tout ce qui, pour elle, n'avait plus d'importance. Au-dessus du désert, entre ciel blanc et relief brûlant, Dana ferma un instant les yeux. Chaque rotation de l'hélice battait à la même cadence que son pouls. Quelque chose lui disait que cette fois, elle n'aurait plus besoin de se justifier. Et quelque part, profondément, une pensée se formula, nette comme un tir parfait, qu'il voit enfin. Pas parce que je parle, mais parce que j'agis. Le vol jusqu'à Sarambèze dura un peu plus d'1 heure. Le bruit des rotors noyait toute pensée, et Dana fixait l'horizon aride qui défilait sous elle, couleur de cuivre et de poussière. Les montagnes du nord se découpaient comme des lames. Entre 2 oscillations de l'hélicoptère, elle vérifiait mécaniquement son matériel. Lunettes, chargeur, correcteur de tir, carnet. Chaque geste était une prière discrète, répétée depuis 10 ans. À l'atterrissage, un homme l'attendait déjà. Grand, sec, silhouette d'acier. Le capitaine William Bill Gaines, 30 ans de service dans la Navy Seals. Pas besoin d'épaulettes pour reconnaître ce genre de chef. Il lui tendit la main. « Vous êtes Mercer ?»
Oui, monsieur. J'ai vu votre dossier. 37 cibles confirmées. C'est exact? Oui, monsieur. Alors on va faire en sorte que ça devienne 40. Il la mena dans un petit bâtiment de tôle où une carte satellite couvrait toute une paroi. Des traits rouges reliaient à plusieurs points au nord de la province. Notre cible, dit-il, c'est Haqqani, financier principal d'un réseau taliban. Il finance les attaques dans tout le sud. Les renseignements le situent ici, dans un complexe à flanc de colline. Il posa le doigt sur un cercle. Fenêtre d'action. 14 heures. Après, il disparaît. On a monté l'opération pour demain matin. Vous aurez besoin d'un spotter. Un homme entra sans bruit, le sergent Mason Pike. Carrure large, barbe rousse, regard calme. On m'a dit que c'est toi, la fantôme de Falcon Ridge. Si vous préférez, oui, répondit Dana. Alors je suppose que ce tir sera historique. Ils se mirent aussitôt au travail. Pendant des heures, ils épluchèrent donc les images satellites, relevèrent les coordonnées GPS et simulèrent conduire la trajectoire du tir. Distance estimée, 1830 mètres, annonça Pike. Angle négatif 11 degrés, vent latéral instable. On aura 2 minutes de marge, pas plus. Le défi était considérable. Le terrain ne laissait aucun abri pour une approche. Le seul point valable se trouvait sur une crête rocheuse exposée au vent. Il faudrait tirer à découvert, puis exfiltrer avant que les forces ennemies dans la grille ne comprennent. Le soir, Gaines réunit l'unité. 6 SEAL, 3 techniciens, Pike et Dana. Autour de la table, un silence attentif. Il détailla le plan, puis désigna Dana. « Voici votre tireuse. » Un murmure parcourut la salle. Le lieutenant-commandant Nathan Cross fronça les sourcils. « Avec tout le respect, capitaine, elle vient de l'armée. »« Exact, » coupa Gaines. « Et c'est la meilleure. Les chiffres ne mentent pas. Si quelqu'un veut contester, il le fait maintenant. » Personne ne parla. Cross détourna juste le regard. Gaines hocha la tête, satisfait. « Parfait. Départ, 04 Sion. Équipe légère. Aucun bruit radio avant confirmation du tir. Cette nuit-là, sous la fine toile de la tente, Dana dormit à peine. Non par peur, mais parce que tout son corps vibrait déjà à l'idée du tir. C'était une forme d'excitation froide, ce fil tendu entre logique et mort imminente. Elle relut ses notes, mentalement, dans le noir. Charge thermique, vitesse initiale, dérive estimée, puis elle posa un instant les doigts sur le papier jauni dans sa poche. 14. Le chiffre la ramena au vieux ranch, aux collines bleues du Montana, à la voix rauque de son grand-père. Elle se souvint de lui, assis sur la marche du porche, le fusil accrosse les genoux. Il n'y a pas de public dans ce métier, gamine, seulement la vérité. Tu sais ou tu ne sais pas. Demain, elle saurait. À 3h45, ils partirent, compactés dans le MH60. Les visières baissées, les visages calmes. La brise nocturne filtrait par la porte latérale. Pike vérifia une dernière fois le télémètre, puis lui glissa un regard. « Tu respires tranquille ?»« Toujours, » répondit-elle. « Alors tout ira bien. » L'hélicoptère les déposa près d'un lit de rivière asséché. À partir de là, ils continuèrent à pied. Pas un mot, seulement le souffle régulier, les craquements d'équipement. Chaque pas rapprochait Dana du moment parfait, celui où tout le reste s'efface. À l'approche de la crête, le ciel vira au gris. Le lever du jour dévoilait peu à peu le vallon, et plus loin, les murs de pierre du complexe cible. Dana contempla la distance. 1830 mètres, exactement ce qu'ils avaient de prévu. Elle s'allongea derrière le fusil, ajusta la lunette, fit glisser la culasse avec douceur. « Vitesse du vent ?» murmura-t-elle. « 5 nœuds, rafale à 8. Température, 28. Pression, 910. » Ils recalculèrent tout dans le Kestrel. Les chiffres défilaient comme un chapelet. Rien de mystique, seulement la physique, nue, parfaite. Pike observa la vallée à la longue vue. Cible repérée, mouvement confirmé. Gaines, en liaison radio, donna son feu vert. Engagement autorisé dès contact visuel sûr. Dana inspira profondément. Le fusil vibra contre son épaule, léger tremblement d'attente. Elle posa la croix de visée exactement sur un point du mur où la porte allait s'ouvrir. La voix de Pike rompit le silence. Cible en mouvement. Haqqani sort. Alors tout devint simple. Il n'y avait plus ni SEALs, ni grade, ni humiliation passée. Il n'y avait qu'elle, le vent, la balle et la vérité.
Vent gauche, 3 clics, annonça Pike. Tiens. Le doigt effleura doucement la détente. Au moment du tir, le monde se tut. Le départ du coup de feu fut propre, presque muet au milieu du vent. À cette distance, même le son semblait hésiter avant de revenir. Dana sentit juste le recul sec de la crosse contre son épaule, puis plus rien. Le projectile filait déjà, invisible, à travers la chaleur vacillante du matin. 3 secondes plus tard, la silhouette au centre de la cour s'effondra, nette, sans cri. « Impact confirmé », dit Pike d'une voix calme. La radio grésilla. Gain, en poste d'observation plus bas dans la vallée, confirma à son tour « cible neutralisée, bon tir ». Dana resta immobile encore quelques respires, le regard fixé dans la lunette. Les autres autour d'elle bougeaient déjà, démontant, pliant, ordonnant la retraite, mais elle restait fixée sur la scène minuscule en bas, là où la poussière reprenait lentement sa place. « On y va, Mercer », murmura Pike. « Oui. » Il démontera le fusil en silence. Chaque pièce glissait dans sa place selon la chorégraphie précise apprise depuis des années. Pas de gestes inutiles, pas de commentaires, la réussite ne se célébrait pas. Elle se protégeait. La descente fut rapide, ponctuée de quelques rafales lointaines. L'équipe rejoignit la zone d'exfiltration avant midi. Gain les attendait près du MH-60, lunettes relevées, les traits tirés mais satisfaits. « Je vous dois mes félicitations, Mercer, » dit-il. « C'était un tir parfait. » Elle hocha la tête. « Merci, mon capitaine. » Pike, à côté d'elle, secoua légèrement la tête en soufflant un rire incrédule. « J'ai vu beaucoup de bons tireurs, mais ce truc-là, c'était de l'art. » Ils remontèrent à bord. Quand les pales reprirent leur rotation, Dana ferma les yeux et laissa le bruit des rotors effacer toute pensée. À chaque retour de mission, le monde lui semblait plus lointain, comme si elle laissait derrière elle une partie de ce qu'elle était. Mais cette fois, quelque chose de nouveau s'était déposé. Une forme de paix et, secrètement, un sentiment de justice. Au retour à sa rembase, Gain se retrancha aussitôt au poste radio, rapport à la main, confirmant l'élimination. Les autres SEALs bavardaient à voix basse, mélange de tension qui tombe et d'incrédulité. Cross s'approcha d'elle, pendant que Pike rangeait les instruments. « Je me trompais », admit-il, sans chercher d'excuses. « Ce n'est pas grave, » répondit-elle, « vous n'êtes pas le premier. »« Non, mais probablement le dernier. » Elle esquissa un mince sourire. Plus tard, quand tout fut rangé, Gain revint vers elle, dossier en main. « Tu sais, ce tir va faire du bruit. Je préfère qu'il reste silencieux. » Trop tard. Les officiers d'état-major veulent comprendre comment une simple liaison a sorti le tir le plus précis de la rotation. Alors expliquez-leur que j'ai juste fait mon travail. Le capitaine rit doucement. Tu ne comprends pas, Mercer. Ce que tu viens de faire, c'est rarissime. À cette distance, avec ce vent, on parle d'un coup sur 1000. Il va falloir t'y habituer. Bientôt, ils ne pourront plus t'ignorer. Elle baissa les yeux vers le carnet de tir qu'elle tenait serré. Sur la ligne 38, elle nota « Il y a pont en renseignements. » Confirmé. Puis, sous le chiffre, un mot. Akani. Le soir, tout le camp fut agité. Les transmissions rapportaient que la mort du financier avait paralysé plusieurs cellules insurgées. La mission, selon le commandement, avait empêché une série d'attentats. Gain reçut un message codé de félicitations. Lui, comme toujours, se contenta d'un hochement de tête. Dana, elle, resta seule dans la pénombre du hangar. Son fusil nettoyé, démonté sur une table métallique. Chaque pièce, chaque trace d'huile rappelait une vie terminée à 2 kilomètres de là. Elle ne ressentait ni fierté, ni culpabilité, juste ce vide qu'elle connaissait si bien. Le calme après le coup, l'espace que laisse un tir parfait. Vers minuit, Pike passa la tête par la porte. « On se fait un café ? » ?»« Non, pas ce soir. »« T'as assuré, Mercer, je tenais à le dire. » Elle sourit à peine. « Merci, Mason, c'est toi qui lisais le vent. » Il haussa les épaules, puis disparut. Elle resta encore un moment, les doigts pliés posés sur la culasse froide. Ce tir, le 38e, n'était pas seulement un succès. C'était la réponse que des années d'ombre attendaient. Quand elle ferma finalement la mallette, le vent nocturne caressait les toits de tôle comme un souffle familier. Elle se dit, sans amertume, ils peuvent rire autant qu'ils veulent. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Dormir fut impossible. Alors elle sortit, s'assit au bord du camp et observa les étoiles se lever au-dessus des collines.
Chaque lumière lui rappelait une cible passée, un point de visée, un instant suspendu. Le désert redevenait silencieux. Au loin, déjà, un nouveau rotor battait l'air. Une autre mission approchait, mais cette fois, personne ne demanderait « Tu sais tirer ?» Ils savaient tous. 3 jours après l'opération Akani, tout changea à la base de Saran. Le silence, autrefois indifférent, portait désormais une nuance étrange, respect mêlé de crainte. Quand Dana traversait le couloir, les conversations s'interrompaient d'elles-mêmes. Elle sentait cette onde autour d'elle, comme si la balle qu'elle avait tirée continuait sa course, effleurant chacun sur son passage. Le capitaine Gens la fit appeler. Sur son bureau, un dossier scellé aux armoiries du Pentagone. « Ta mission est confirmée, dit-il. Cible éliminée, aucune perte secondaire. Le commandement te félicite. » Félicite, donc une signature au bas d'un rapport. Il haussa les sourcils. « Tu réagis toujours comme ça quand tu réussis ? Je me rappelle simplement combien il en a coûté pour le faire. » Il hésita, puis ajouta « On te propose un transfert, niveau stratégique. Là, bas, on ne tire pas, on décide où les autres tireront. Réfléchis-y. » Dehors, la poussière soulevée par le vent lui fouettait le visage. L'air sentait le kérosène et les ruptures. Pike la retrouva au stand de tir tard dans la nuit. Pas de lampe, juste la lueur des étoiles. « Tu sais qu'ils ne te laisseront plus tirer, » dit-il. « Je sais. Alors pourquoi t'entraîner ? » Pour ne pas oublier. Il s'assit près d'elle, écoutant le cliquetis régulier du mécanisme. « Tu ne vis pas dans le passé, pourtant. » « Le passé, Mason, ce sont mes coordonnées. Sans lui, je ne sais plus viser. » Il ne répondit rien, seulement un faible sourire. « Demain, on me renvoie aux États-Unis, » murmura-t-il. « Garde la lunette nette. » Promis. La semaine suivante, l'ordre officiel arriva. Rattachement au service d'analyse stratégique du SOCOM. Arrivée immédiate. Aucune remise de médaille, aucune cérémonie, seulement un transfert administratif. Avant de partir, elle fit démonter son M24. Chaque pièce fut soigneusement essuyée, rangée. Elle garda seulement le verrou, gravé du numéro de série. Le technicien lui fit signer la feuille de restitution. « Vous aimez les armes, madame ?» demanda-t-il. « Disons qu'elle m'écoute, elle, » répondit-elle. Le vol vers Washington dura plus de 10 heures. Par le hublot, le désert s'effaçait, avalé par la brume du soir. Dana sortit le papier plié, celui où la première inscription datait du Montana. 14. Sous cette marque pâlie, d'autres chiffres s'étaient ajoutés. 37, 38. Elle ajouta en bas 0 temporaire. Tant qu'elle ne tirerait plus, la ligne resterait en suspens. La capitale l'accueillit sous un ciel gris acier, saturé de climatisation et de pluie. Au nouveau centre, tout brillait, verre fumé, café sans goût, couloir silencieux. On lui donna un badge, un ordinateur, des images satellites. Personne ne savait vraiment qui elle était. Officiellement, analyste en balistique Mercer D. Désormais, elle observait les tirs des autres. Sur l'écran, des chiffres, des noms de code, des coordonnées. Et quelque part, un autre doigt pressait la détente. Chaque ligne validée par son clic d'autorisation résonnait en elle comme un lointain écho. Le sien. Un mois plus tard, un pli cacheté arriva. Note de félicitation. Confidentiel. Sa récompense militaire se résumait à un paragraphe impersonnel. Elle glissa la lettre dans son tiroir sans la relire. Le soir, seule dans l'appartement nu, elle reprit le vieux bout de papier. Sur la dernière ligne, un nombre unique, bien tracé. 38. Elle resta longtemps à le contempler. Ce n'était pas un conte, ni une gloire, ni un remords. C'était une trajectoire, sa façon de marcher dans le monde, décision après décision, clic après clic. La somme exacte de ce qu'elle était devenue. Elle replia le papier à nouveau, le remit dans sa poche et monta sur le toit. L'air nocturne glissait sur sa peau comme une marée d'ombre. En bas, la ville vibrait, impersonnelle. Elle leva les yeux vers les étoiles à demi effacées par la lumière des néons et pensa « Chaque balle, un jour, revient vers celui qui l'a tirée, sous une autre forme, un autre nom, mais c'est toujours elle. » Alors elle inspira lentement, retint son souffle selon la routine parfaite et expira sans geste, sans cible, juste cette absence de bruit, la seule paix qu'elle ait jamais conquise. Les jours s'égrenaient dans la régularité mécanique de Washington. Dana Mercer vivait désormais entre deux espaces, l'un, réel et froid,
les bureaux du SOCOM, l'autre secret et intérieur, cette mémoire peuplée de cibles et de trajectoires invisibles. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, lançait les satellites d'observation, ajustait les modèles de vent pour d'autres tireurs. Au fil des semaines, elle sentait la distance s'inverser. Avant, elle visait depuis le sol. Maintenant, elle observait d'en haut. Et plus la vue était vaste, moins elle avait l'impression de toucher le monde. Un midi, une note confidentielle apparut dans sa boîte sécurisée. Briefing prioritaire, cellule spéciale ARES, 14Z. Le nom ne lui disait rien. Elle entra dans une salle dépourvue de toute marque d'unité. 3 officiers inconnus, en uniforme sans insigne, l'attendaient. « Commandante Mercer », dit l'un d'eux en consultant un dossier. « Vous êtes ici pour évaluer une proposition. » « Laquelle ? » « Un programme d'élimination autonome. Des drones capables de reproduire le comportement d'un tireur humain. Vos profils de mission ont servi de base à l'algorithme. » Dana sentit sa nuque se raidir. « Mes profils ? Exact. Vos 38 confirmations, vos conditions météo, vos corrections de tir. Vous êtes, en somme, notre étalon. » Un silence lourd. Elle comprit. Ils avaient transformé ces années de terrain en équations, ces respirations en lignes de code. « Et vous voulez que je valide ça ? Nous voulons que vous l'optimisiez. Vous seul pouvez calibrer le facteur humain. » Elle referma le dossier sans un mot. « Je vous donnerai ma réponse demain. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le bruit régulier de la ventilation lui rappelait la rotation d'un fusil nettoyé. Elle sortit le morceau de papier, le déplia sur la table. Siam 14, 37, 38. Elle ajouta lentement 39, puis s'arrêta. Non, ce chiffre ne devait pas venir d'une machine. Au matin, elle retourna dans la salle à Arès. L'un des officiers lança sur l'écran une simulation. Un drone survolait une vallée montagneuse. Angle, distance, pression, tous les paramètres familiers. Quand l'ordre « Feu » apparut en rouge, la machine tira. Impact parfait. Aucune hésitation. La salle applaudit discrètement, comme lors d'une démonstration commerciale. Précision 100%, dit l'opérateur. Et conscience 0%, murmura Dana. Le chef de cellule leva les yeux. Excusez, votre arme vise, tire et touche, mais elle ne doute jamais. Et c'est le doute qui nous définit. Le soir, elle rédigea son rapport d'évaluation. 3 phrases nettes. Le système ARES est fonctionnel, opérationnellement dangereux, éthiquement vide. Elle l'envoya sans copie, prévoyant la suite, les appels, les pressions hiérarchiques. Mais au fond d'elle, la décision était prise. 2 jours plus tard, Gaines fit irruption dans son bureau. Il portait la même tenue simple qu'au front, malgré la capitale. « Qu'est-ce que tu as fichu ? Le Pentagone est en feu. Ton rapport bloque tout le projet. C'est bien, non ? Tu as mis sur pause 6 mois de travail d'état-major. Alors qu'il me remercie, j'ai encore sauvé des gens. » Il la fixa longuement avant de s'asseoir. « Tu pouvais disparaître tranquillement ici, Dana. Pourquoi relancer la guerre ? Parce qu'elle ne s'arrête jamais. On change juste l'arme. » Pendant un instant, il sembla comprendre. Puis il souffla. « Tu viens d'élargir la cible, et cette fois c'est toi qu'on vise. » Les jours suivants furent flous. Interrogatoire, suspension, journaux classifiés. Elle répondit calmement à chaque question, sans rien renier. Puis un matin, sans explication, son badge cessa de fonctionner. Elle laissa derrière elle l'ordinateur éteint. Le bureau vide. En sortant du bâtiment, elle sentit pour la première fois depuis des mois un vrai air non recyclé. Le vent d'automne balayait la rue, portant cette même odeur sèche que celle du désert. Sur un banc, elle sortit le vieux papier, ajouta une ligne au crayon. Pas un chiffre, cette fois. Stop. Elle plia soigneusement la feuille, la rangea dans sa poche et leva les yeux vers le soleil blafard des après-midi d'octobre. Autour d'elle, les voitures, les pas, le tumulte. Tout cela était devenu lointain, hors de portée. Elle pensa à tous ces tirs, pas aux vies qu'ils avaient prises, mais à celles qu'ils avaient empêchées. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura « Fin du compte ». Quand Gaines lut plus tard le rapport final laissé sur son bureau, il n'y trouva qu'une seule phrase en anglais, écrite à la main. « It takes a human to know when not to pull the trigger » et en dessous, tracé au crayon sec, un dernier chiffre isolé. Diwaro. Ce jour-là, Dana Mercer quitta officiellement les listes du département de la Défense.
ni renvoyé, ni décoré, simplement effacé, mais quelque part dans la mémoire d'un programme nommé JULARS. Son modèle restait inscrit comme référence. Profil Mercer, standard humain. Et le monde continua de viser sans elle.